Bonsoir, nous sommes très ravis de pouvoir continuer notre discussion panel avec vous cet après-midi. Et ce panel portera sur un sujet très important qui est le fait de bénéficier de la planification urbaine en Égypte. À travers ce panel, on va essayer de travailler sur deux expériences, sur le développement urbain qui va être exécuté avec le gouvernement égyptien et bien sûr avec plusieurs communes et municipalités dans la République de l'Égypte, avec la participation de l'UN Habitat. Donc les deux projets vont être sur les sujets suivants. Donc on va parler aujourd'hui du développement architectural. Et nous allons aussi essayer d'écumer le sujet des possibilités de réussite pour la planification, la participation aussi de la société et des endroits cibles. Essayer aussi de lier le tout avec les données économiques qui sont complémentaires et les différents mécanismes modernes pour le financement des projets d'urbanisation dans les différentes collectivités territoriales et dans la gestion de l'argent public ou des fonds publics. Donc et en collaboration avec le ministère, nous avons essayé de travailler sur ceci avec la municipalité de Doumiat et de Taï. Alors le deuxième projet, qui est un projet très important et qui a eu des retombées importantes, on a travaillé en collaboration avec la Caisse de développement urbain. Donc celui-là a justement pu améliorer les conditions de vie en Égypte. Tel que vous le savez tous, et à travers ce que nous avons mentionné, c'est une histoire de succès qui a été mise en place et qui s'est développée au fil des dernières années, avec une focalisation principale sur les endroits les endroits informels, et ça n'existe plus maintenant dans l'Égypte, en prenant en considération les différentes données qui sont des données prioritaires et l'idée aussi du développement urbain. Je ne veux pas trop vous retarder, mais nous avons une session très riche. Nous avons avec nous des leaders de différentes régions, de différents gouvernements. Permettez-moi d'abord de commencer avec une petite introduction. Donc, on va commencer maintenant avec l'ingénieur Hicham Gohar qui va faire la présentation suivante. Merci. Donc, c'est une excellente expérience de l'UDF et comment est-ce qu'on peut utiliser les terres pour faire face à tout ce qui est informel et tout ce qui est construit de manière informelle. Cette caisse a été créée suite à une décision de la République avec le Premier ministre qui était pour la réalisation de cet objectif. Donc, il a dû mettre en place une caisse de développement urbain. Ensuite, on a dû travailler sur trois sujets clés à travers cette caisse. Donc, tout d'abord, les endroits les moins sécuritaires et les moins sûrs, les régions qui n'ont pas subi d'urbanisation et de planification urbaine, et les régions, bien sûr, qui n'ont pas de sûreté sont des régions qui sont très peu. Et donc, il y a très peu de construction et parfois, il se peut que ce soit avec une densité de la population qui est très élevée. Mais parfois, l'intervention des autorités doit être faite pour ce qui est des régions, des bidonvilles. Donc, c'est assez différent. Donc, on a dû mettre une enveloppe pour chacune de ces régions
surtout pour les régions qui n'ont pas subi de planification urbaine. Donc, un montant de 14 et ensuite, on parle des bidonvilles où on a mis, et donc il a fallu que le gouvernement puisse prendre en charge toutes ces dépenses. On parle de 425 milliards gêné qui est la devise égyptienne. Donc tout ceci a eu des retombées sur le pays, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment travailler sur cet aspect et à partir de sa propre caisse, nous avons essayé de sa propre trésorerie. Donc on a essayé de travailler sur des régions qui ne sont pas du tout acceptables et qui n'offrent pas de conditions de vie adéquates. Donc on a maintenant des projets qui ont été mis en place après le développement de la région. Et donc ici, la localisation géographique compte énormément, la culture aussi. Donc on a dû par exemple garder les mêmes couleurs, faire en sorte qu'il y ait une petite dôme de la même manière qu'ils construisaient leur maison avant. Et donc on respecte maintenant de cette manière-là l'architecture de chaque région. Donc on a essayé au maximum possible de faire en sorte à ce qu'il puisse être sur la région du Nil pour qu'ils puissent avoir les mêmes activités économiques qu'ils faisaient avant. Pour ce qui est des bidonvilles, que ce soit au niveau régional ou bien au niveau communautaire, on a dû travailler sur l'assainissement. Donc ce sont des régions qui n'ont jamais suivi de planification. Et donc on a fait en sorte qu'on puisse avoir suffisamment d'eau. Donc c'est maintenant le terrain qui a été rénové. Pour ce qui est des bidonvilles, voici quelques exemples. Des exemples qui peuvent avoir des retombées, parfois même une surpopulation dans les routes. Et voici un exemple du développement des projets qui ont été faits par le gouvernement. Tout ce que j'ai mentionné ici, normalement, c'est le pays qui doit prendre en charge ceci. Et donc, on a commencé à penser au projet. Et donc, il y a eu une coopération avec UN Habitat. Et donc, on avait pensé au fait que l'agriculture égyptienne nous a offert des opportunités. Donc, on a essayé au maximum possible de prendre tout ceci en considération. Donc, on a essayé de prendre 4 villes dans la municipalité de Domiat et la ville aussi de Ras El Bar. Donc, il y avait une philosophie derrière le choix de ces 4 villes parce que le volume de la population est différent. Et donc, si j'essaie de le faire, ceci peut montrer preuve de diversification. C'est-à-dire que de cette manière-là, on a choisi la ville de Domiat qui est en fait la capitale de la municipalité. Ensuite, on a choisi aussi la ville de Hezbollah et on a pour la construction des navires et on a choisi la ville de Kfr Saad où il y a beaucoup d'agriculture et où le volume de la population est beaucoup plus petit. Donc on a essayé de faire appel à la vision principale pour les différentes régions qui ont besoin de financement. Tel que vous le voyez ici, on a catégorisé ceci, on les a catégorisés en 4 titres. Les régions les plus délabrées, les régions qui se caractérisent par des panoramas naturels différents, les régions donc par exemple le fait qu'on a injecté 425 milliards de dollars dans les 3 catégories, on parle de 3 régions différentes, on peut les utiliser, on peut même avoir des revenus pour toutes les régions qui ont besoin de financement. Donc c'est un petit peu la philosophie derrière la classification de ce dernier. Donc on essaie au maximum possible de voir les résistances qui existent et de trouver un moyen de faire face à cela. En plus de cela, en plus de notre collaboration avec l'UN Habitat, on a eu des projets dans plus de 9 régions et on a essayé d'appliquer exactement la même philosophie, la même vision et on a pu le faire finalement en collaboration avec le bureau régional de UN Habitat. Et sur la base de ceci, on a mis une vision, c'est-à-dire d'aller d'une caisse à une autre
de passer des bidonvilles au développement de la région urbaine. Donc même le développement, c'est le fait en fait de changer les choses d'un état à un autre. Mais quand on parle de la transformation, on parle de changement d'un état à un autre. Mais quand on parle du développement, on parle de tout ce qui est possible à faire dans une région particulière. Donc même en termes de développement, c'est un petit exemple en fait. Et sur la base de cela et sur la base de la catégorisation que nous avons mentionnée, on a commencé à travailler sur plusieurs projets essentiels, tels que par exemple la mise en place du projet du fait de faire revivre le Caire. On a aussi des régions qui ne sont pas très exploitées, qui sont en fait des régions basées dans... Nous avons aussi travaillé sur un autre projet qui est le fait de développer des capitales et les grandes villes. On a essayé d'utiliser ou d'exploiter des terrains ou des terres qui ne sont pas exploités dans des régions de bidonville. On a essayé de construire autre chose là-dessus. Donc, voici nos revenus dans le développement. Le premier était ce que j'ai mentionné. C'est le troisième. Donc, on parle ici de l'exploitation complète, l'exploitation partielle et les terres qui sont susceptibles à être exploitées. On va essayer de le mettre dans les villes les plus grandes. Donc, on a essayé de travailler avec notre projet. On a travaillé sur 23 régions dans plus de 13 municipalités. Et donc, en travaillant sur ceci, on a essayé de développer ceci à 95%. Et voici des exemples des différentes municipalités dans lesquelles nous avons travaillé. On a essayé de catégoriser ces régions avec, bien sûr, l'éloignement géographique. Certaines régions n'étaient pas hautement exploitées, telles que, par exemple, la région de Shuna ou autres. Certains d'entre eux n'avaient pas une bonne utilisation. Par exemple, il y avait un logement qui était complètement délabré et qui avait besoin de rénovation. Pour ce qui est des régions historiques, bien sûr, la distance, l'espace est très grand. On a essayé de choisir environ 5 endroits pour le développement de ces derniers et on les a choisis de manière très efficace. Il se peut que plusieurs personnes, par exemple, qui passent dans cette région, ils vont essayer ils peuvent en fait être en mesure de voir les magasins, mais ils ne verront pas ce qu'il y a derrière. Et voici la photo que vous voyez ici, c'est une photo qui peut être accessible seulement du haut, c'est-à-dire à partir du ciel. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Donc voici ce qu'on a pu faire. Donc ça, c'est un petit peu l'amélioration qui a eu lieu après les rénovations entreprises. Nous avons maintenant des constructions qui sont beaucoup plus modernes, où on a une touche architecturale qui est particulière à la région et qui est locale. On a pu voir ici qu'il s'agit d'une certaine historique. Donc, par exemple, si on parle d'une agence ou autre, on essaie de restaurer, de rénover l'agence de telle manière à ce que notre projet, ce n'est pas seulement en rapport avec le développement et l'amélioration, mais c'est aussi par rapport au fait de faire revivre certains bâtiments, revivre aussi des activités commerciales qui existaient avant dans le Caire, la partie, la Old Medina du Caire et toutes les activités qui vont avec, qui peuvent parfois mener à plus de pollution dans la région qui ne sont pas adéquates. On essaie par la suite de choisir une région beaucoup plus éloignée et de cette manière-là, toutes les activités qui sont un petit peu polluantes, on va essayer de les déplacer vers une autre place plus éloignée de la ville. On est rentré aussi dans la mosquée. C'était un ensemble de magasins. Alors après avoir fait les rénovations, nous avons pu les mettre et donc ce que vous voyez devant vous, c'est l'agence qui existait avant qui a été utilisée dans les jardins du phosphate. C'était une décharge très grande
Et donc, c'était dans la région de Abu Ard. Et il y avait des rivières salies ici, très polluées. Et nous avions travaillé sur la restauration de ces zones-là. Nous avons revitalisé ces zones à travers le traitement de ces déchets, de ces décharges. Et nous avons placé les populations dans des logements décents. Et voilà donc la nouvelle conception des jardins de phosphate qui sont donc au Caire, et nous espérons que cela sera un exemple à l'échelle du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et puis voilà, donc la zone exécutive sur laquelle nous travaillons avec la rivière qui a été nettoyée, et tout ceci est maintenant respectueux de l'environnement. Voilà ici d'autres plaines donc, qui servaient de décharge auparavant. Donc maintenant elles sont irriguées à l'aide de systèmes modernes, et c'est le nouveau visage du Caire. Merci. Merci à notre ingénieur Hicham avec sa présentation enrichissante. Nous avons vu aujourd'hui les différents moyens de développement institutionnel, et permettez-moi d'utiliser le terme de développement. Nous parlons de transition, mais comment se passe le développement institutionnel et comment est-ce qu'il est développé? Donc, comment est-ce que l'on se focalise sur les bidonvilles et les quartiers également qui ont un caractère historique et un caractère riche également au cœur de l'Égypte. Il y a également, par rapport à l'élargissement de la vue de développement, quelques points où l'on se focalise sur certaines zones, des zones qui souffrent de l'absence de planification et de beaucoup de bidonvilles. Il y a des quartiers résidentiels autour ou des quartiers qui ne sont tout simplement pas exploités, qui représentent une opportunité d'étalement positif. Et donc, il ne faut pas négliger ces zones-là, car elles pourraient être sujettes d'étalement aléatoire. Ici, nous parlons d'une certaine intégration qui fait que les opportunités d'investissement disponibles soient exploitées. Et lors de notre session de discussion, nous aurons une opportunité d'étudier plus d'expérience. Permettez-moi d'inviter Ilham Qassim, notre ingénieur, qui présentera sur le projet de développement urbain intégré qui sera exécuté en partenariat entre l'ONU Habitat avec le ministère de l'Habitat et l'instance de planification urbaine en addition à d'autres instances gouvernementales. Merci. Vous avez la parole, madame. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de la récupération des terres à travers le réajustement des terres. Et donc, à Ina et à Domiot, deux provinces. Donc, ce projet de récupération des terres est mené conjointement avec le ministère de l'Habitat et l'Agence de planification urbaine ainsi que l'ONU Habitat et le gouvernement suisse également, qui est le mobilisateur de fonds principal ici. Par rapport à l'Agence de planification urbaine en Égypte, cette agence a plusieurs rôles. Il y a la loi de construction de 2008, loi numéro 119. Cette instance est chargée de l'élaboration des lois et des planifications de développement urbain et des différentes stratégies à l'échelle régionale et provinciale et nationale, notamment incluant les zones rurales. En addition, il y a également des études sectorielles qui sont menées par cette agence quant à la planification urbaine et des programmes de planification urbaine ainsi que leur exécution et le suivi de l'exécution. Et puis, il y a des coordinations avec d'autres instances et des centres d'information pour élaborer et exécuter les différentes phases des plans d'urbanisme. L'instance a plusieurs objectifs. Nous suivons l'exécution de la planification urbaine à différents niveaux
et présentant l'assistance technique et gérant les travaux des différentes provinces à travers les différents offices afférents à l'instance. Et nous organisons les travaux de planification urbaine à travers toute l'Égypte et nous proposons, nous donnons des recommandations et nous revoyons les lois dans le domaine de la planification urbaine. Et puis, pourquoi est-ce que nous, au sein de cette instance, pensons l'idée de ce projet de quartier? C'est parce que notre organe a pour but de limiter l'étalement sur les terres agricoles. Notre planification urbaine est durable et suit les principes de bonne gouvernance. Nous ne voulons pas qu'il y ait un étalement sans planification. Nous faisons face à certains défis, évidemment, en Égypte, et ces défis nous ont poussés à penser ce projet, notamment la croissance démographique élevée. Il y a l'aspect des constructions non réglementaires dans les zones agricoles et donc l'impact négatif sur les terres agricoles. Il y a également la limitation des données et l'absence des données précises. Il y a des données relatives à la propriété des terres également. Il y a des soucis d'immatriculation et ces soucis sont les problèmes principaux auxquels nous faisons face. Il y a des problèmes de registre foncier dans certaines régions et pour les défis institutionnels et législatifs tels que nous l'avions détaillé auparavant sont relatifs au suivant. Il y a le problème de valorisation des terres à travers les lois et de récupération des terres. Et il y a une loi relative, la loi 55 en particulier. Vous pouvez imaginer, ou plutôt depuis 1955, il y a eu plusieurs changements grâce aux lois qui étaient passées. Un autre point, c'est le faible taux de financement et de ressources financières à travers les différentes provinces. Et quand on parle de planification, nous parlons d'une infrastructure de base qui est essentielle et de services et de routes également. Et tout ceci requiert beaucoup de financement et l'État ne peut assumer tous les coûts par rapport aux planifications et au développement des provinces. Il y a également, à l'échelle égyptienne, certaines communes ou gouvernorats qu'on a choisis, notamment le Delta, où on avait noté des problèmes relatifs au changement climatique. Plusieurs dangers et risques ont été identifiés, notamment l'érosion. Il y a également le fait que certaines villes soient très très chères, mais l'érosion côtière, encore une fois. Là, il fallait déterminer certains domaines d'intervention et même si notre instance n'est pas juste chargée de planification détaillée, il fallait quand même essayer et élaborer une expérience à généraliser par la suite. Alors, le projet qui se tient en collaboration avec le gouvernement suisse et ONU Habitat est exécuté au gouvernorat d'Ima et d'Omiot, deux gouvernorats qui ont constitué le cas pionnier, donc un cas d'étude pionnier qui sera généralisé par la suite sur les autres gouvernorats. Et puis, par rapport à l'exécution de notre approche dans la zone choisie, il y a 4 facteurs dont nous tenons compte. Donc, il y a les terrains vacants pour l'étalement. Il y a la couverture des coûts d'investissement, car de tels projets viennent avec un certain retour d'investissement et ce par rapport à la valorisation. Il y a aussi un besoin dans ces zones
il faut qu'il y ait des travaux de construction. Mais avant les travaux de construction, il faut organiser. Il y a aussi le souci des prix, et ce par rapport ou en proportion avec la capacité ou le pouvoir d'achat. Et puis par rapport au caractère adéquat de cette approche et à l'aspect social, nous étudions si les populations sont prêtes pour ce réaménagement. Dans quel sens? Donc, nous avons mentionné les coûts. Il y a les aspects culturels en parallèle et tout ceci est relatif. C'est réellement une intersection. Il y a des terres tribales et les peuples sont très attachés à leurs terres. À Domyot, par contre, ils pensent plus au caractère financier et aux bénéfices qu'ils pourraient tirer de la valeur foncière. Mais pour en revenir à l'échelle légale, il faut absolument exécuter ces opérations tenant compte des points d'amélioration. Et là, nous travaillons à travers les gouvernements à élaborer des différentes instances de suivi. Et puis, nous voulons que dans ces gouvernements, il y ait des capacités techniques assez suffisante pour gérer les dimensions du projet. Il faut avoir également une administration locale solide et des points d'influence pour mener le développement dans la région. Par la suite, il fallait voir si ces opérations étaient applicables aux autres régions. Mais là, il fallait déterminer les tâches à exécuter. Il y a 4 composantes au sein de notre projet, notamment développer une approche plus transparente par rapport à la planification urbaine et à la gestion foncière. Il y a le deuxième aspect qui est relatif à l'administration et à la gestion financière et locale des infrastructures. Et puis, il y a l'augmentation des capacités par rapport au développement durable et la promotion des politiques. Pour la première composante par rapport à la transparence et aux compétences de planification, je dirais que c'est la base du projet et c'est une base qui fait que donc, nous parlons de propriété foncière, de valorisation avec les partenaires de développement et les administrations locales et autres. Et nous soutenons et appuyons les compétences des administrations locales responsables de la planification urbaine et des aspects architecturaux ainsi que de la gestion des propriétés. Ici, nous suivons les projets avec eux, ou plutôt ils suivent les projets avec nous. Et puis, il y a des plans plus détaillés par la suite, des plans de superficie pour les zones choisies. Et par la suite, nous étudions les besoins des régions par rapport aux infrastructures et services de base. La deuxième composante est relative au soutien administratif, financier et aux travaux, au financement de l'infrastructure de base et des services de base. Il ne suffit pas de planifier, il faut être conscient des ressources et des projets désirés par les peuples. Et donc là, nous parlons d'une infrastructure d'une telle taille qui coûte tel ou tel montant, quels sont les services aussi à avoir. Et là, quand on planifie, nous essayons de déterminer en précision les services dont nous avons besoin. Et ici, nous pouvons mentionner les différentes manières. Il y a des affaires relatives à l'assainissement et aussi aux ressources hydriques requises, etc. Ici, nous travaillons avec le gouvernement et les autorités locales et révisons les expériences internationales qui valorisent le foncier à travers différents mécanismes qu'ils adoptent. Et donc, en parallèle, nous essayons de travailler sur l'amélioration et la valorisation, mais tirant des enseignements quand même de leur expertise. Nous déterminons les mécanismes d'amélioration également. Et là, nous parlons d'amélioration et nous travaillons avec
ou plutôt les gouvernorats, dans ce sens, ont besoin de plusieurs sources de financement et il faut pouvoir accompagner les projets et fournir les services de base en parallèle dans ce cadre de contrepartie d'amélioration. Pour les ressources générales ou publiques et les ressources locales, il y a en Égypte des travaux et des études simples que nous avons menées pour traiter ces problématiques de contrepartie d'amélioration, mais nous avons vu que la valeur de contrepartie d'amélioration ne dépassait pas en Égypte 0,2% du PIB. Il y a également les impositions foncières qui représentent moins de 1% du PIB total, alors que nous parlons d'un pourcentage de 2% quand même dans les pays les plus développés. Et ceci est selon l'étude menée par le ministère de coopération économique. Et donc, pour le cas de l'Égypte, il y a des impositions sur la propriété, sur les biens, sur le revenu. Il y a des taxes sur le foncier, sur les contreparties d'amélioration, les services. Et il fallait également trouver des outils pour capturer la valeur foncière. Et là, il fallait travailler sur ces aspects. En Égypte, les outils de captage de la valeur foncière vont avec les impositions sur les biens immobiliers, la contrepartie d'amélioration. Il y a des différents types d'impôts stipulés par vertu de la loi et de décrets et d'arrêtés. Tous ces derniers sont des ressources générales. Nous souhaitons plus d'intervention, cependant, de la part du secteur privé. Et dans ce sens, avec les organisations internationales également, car les gouvernorats seuls ne peuvent résister en faisant face à ces problématiques à l'aide d'outils modestes. Ce projet de développement urbain est un projet intégré appelé HINA, qui se décline à travers différentes activités visant à valoriser le foncier dans la région. Nous avons mené des études par rapport au gouvernorat d'Omiot et nous avons vu que nous avons organisé une formation avec l'administration financière pour 6 autres gouvernorats et nous avons créé des groupes de discussion avec les responsables des différentes administrations à Ilia et Domiot afin de valoriser les outils, ou plutôt d'identifier et d'évaluer les outils de valorisation foncière. Nous avons tiré aussi des enseignements, des expériences internationales et avons donc noter les recommandations à implémenter pour les différents gouvernorats. Parmi les enseignements tirés de ces expériences, voilà les suivantes: Éthiopie, Colombie et Taïwan. Pour ces pays, enfin en particulier pour le Taïwan, il y avait un cas assez important, assez particulier. Il n'avait pas de registre foncier complet. Et c'est à peu près la même chose pour nous en Égypte. Il fallait que ces personnes exécutent certains aspects relatifs à la valorisation foncière et c'était dans un contexte où il n'y avait pas de registre foncier. Et puis, par rapport à l'augmentation des capacités et par rapport au contexte de développement économique, on a travaillé à l'échelle de toute la ville et nous avons travaillé sur l'élaboration d'une stratégie locale dédiée à la ville. Et ici, nous avons élaboré, ou
plutôt, nous avons presque terminé d'élaborer un certain référentiel pour chaque ville. Il y a des évaluations détaillées pour chaque ville car les contextes diffèrent et les ressources également. Donc, on essaie de mettre en place aussi un ensemble de législation pour le développement urbain. Et donc, le projet est en train de nous a ramené des recommandations en ce qui concerne la gestion des fonds et aussi le fait de fournir un appui continu aux politiques. Et donc, comment est-ce que les municipalités peuvent bien sûr améliorer et faire en sorte à ce qu'il y ait un très bon développement économique. Nous faisons aussi la diffusion des leçons apprises dans d'autres places. Nous essayons de ramener toutes les municipalités ensemble afin qu'ils puissent en fait voir les expériences, et leurs expériences sont différentes et donnent des idées différentes aussi. Pour finir, on essaye de travailler directement avec les autres expériences gouvernementales et on essaie au maximum possible de bénéficier du projet. Et donc, même quand on essaye de transmettre l'idée ou bien notre expérience, on le fait graduellement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à Madame l'ingénieure Ilham. Tel que nous l'avons écouté, ce qui est intéressant de ce projet, c'est que c'est un projet qui est en train de faire face à un problème et un fléau majeur en Égypte et dans plusieurs autres municipalités. Et donc, on essaie de comprendre comment est-ce qu'avec un instrument de planification, on peut faire face à des fléaux similaires, des fléaux qui touchent principalement les terres agricoles. Donc, on essaye de justement parler de la transformation architecturale, l'idée aussi de comment est-ce qu'on peut tirer les meilleures leçons apprises pour financer le projet et les différents services dans ces régions, les régions où nous avons nos différentes, où vivent nos familles, et surtout sur des sujets en rapport avec la santé et l'éducation. On le fait de manière participative pour faire face à toutes les restrictions budgétaires, surtout tel qu'a été mentionné par l'ingénieur Madame Ilham. Il y a une grande partie des ressources que nous recevons directement de l'amélioration va directement au gouvernement central, et donc il y a un problème par rapport au fait de travailler sur ces éléments. Donc permettez-moi s'il vous plaît, après ces deux présentations, de commencer notre panel. Et donc, nous sommes très ravis de voir avec nous ici Dr Khalid Abdel Khalif, qui travaille avec le gouvernement égyptien. Nous avons Khalid Idriss, qui est de la Caisse de développement et d'amélioration. Nous avons aussi avec nous l'ingénieur Hicham Qassem qui travaille avec nous sur les deux sujets. Donc, si vous nous permettez, je vais maintenant échanger directement avec Dr Khalid Abdel Halim. Je pense que Dr Khalid, vous avez une expérience extensive dans le domaine de la planification urbaine et aussi les sujets qui sont en rapport avec la dimension financière, la dimension de financement et la dimension économique, et tel que nous l'avons écouté à travers les deux présentations, jusqu'à quel point le sujet en rapport avec la gestion des terres joue un rôle important et même pivotal dans le développement urbain. Et à travers notre projet, nous voyons que nous sommes en train de bénéficier de différents mécanismes et comment est-ce que vous percevez ceci. Donc, par exemple, si on parle ici de l'accessibilité ou bien de l'utilisation de différents services, surtout pour plusieurs régions.
qui ont besoin d'un maximum possible d'attention, surtout la population locale qui a besoin d'un appui continu pour justement prendre en charge la part de tous ces investissements. Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Permettez-moi, s'il vous plaît, de commencer avec la commune de Qina. La commune de Qina a bénéficié d'un projet qui est une collaboration entre l'UN Habitat et le gouvernement égyptien. Et donc, ce projet avait visé à travailler sur les terres en deux parties, une dans la région de Qina, la région de Hmidat aussi, et ce sont justement des régions qui constituent comme des poches agricoles et il est important de travailler encore une fois sur le développement urbain de cette région. Donc le projet était très réussi avec il nous a donné une très bonne récolte dans la région de Hameidat et Moanna avec la participation des propriétaires de terres et de lots de terrain. Et donc, on a essayé de faire la distribution de ces terrains de manière très efficace. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que avec cette feuille de route, elle a été acceptée de manière générale. Elle a été aussi adoptée de la part des gouverneurs et maintenant c'est en cours d'exécution. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, bien sûr, dans la prochaine étape, on a la mise en place des installations avec un projet qui est mis en place afin que les différents propriétaires puissent en fait avoir les différents terrains qui puissent le développer davantage. Bien sûr, afin que ce projet puisse réussir et afin que ce projet puisse toucher à des aspects importants d'architecture qui sont assujettis qui sont d'une importance majeure, pas seulement les gens de Doméade. C'est un petit peu la relation entre le développement urbain, que ce soit le développement stratégique ou autre, et les différents mécanismes de financement et aussi les différents mécanismes de l'administration de manière générale. Donc, sans par exemple le mécanisme de redistribution des terrains, comment est-ce qu'on peut justement faire l'expansion des villes égyptiennes et le résultat d'ailleurs était dans la présentation précédente. Ça peut être dans certaines régions avec un pourcentage très élevé par rapport aux constructions déjà planifiées. Donc, nous, par exemple, dans la région, nous avons quand on parle de la planification urbaine qui a eu lieu pendant plusieurs années, de l'urbanisme et surtout par exemple pendant une période de plus de 10 ans, c'était la responsabilité de l'administration locale de mettre en place une feuille de route et ça n'a pas été fait à cause du manque de ressources et du manque aussi de compétences de planification urbaine au niveau local et la ville continue à se développer de manière sans respect bien sûr au développement urbain. Et c'est la raison pour laquelle il y a des régions urbaines qui se sont développées et donc nous en tant que gouvernement on ne peut pas permettre, on n'était pas en mesure d'être vraiment dans la même longueur d'onde et de fournir les installations nécessaires dans cette zone urbaine. Et ceci a créé un réel fardeau dans tout le processus. Donc, afin qu'on puisse refléter ceci, le projet permet justement de parler d'une opportunité de planification qui est avant la planification urbaine et donc elles n'ont toujours pas été mises en place d'un point de vue urbain. Elle a été aussi distribuée sous forme de petits lots de terrain dédiés à l'irrigation. Maintenant, des lots en fait d'irrigation, si on peut les nommer ainsi, sous forme de bassins agricoles. Et donc, on a essayé de travailler sur l'assainissement, l'électricité,
et les télécommunications et le gaz naturel afin que les personnes qui détiennent ces terrains peuvent les exploiter d'un point de vue foncier. Pour ce qui est des différents défis, même si par exemple on est en mesure de le faire, il n'y a pas vraiment de motivation derrière, d'incitation derrière cela. Et donc, à cause de cela, on essaie de refinancer la commune et on le fait avec différentes sociétés en charge d'assainissement. Et ce sont des sociétés qui sont centrales et qui font partie du ministère de l'Habitat. Et donc maintenant, on a un cercle qui ne se ferme pas, c'est-à-dire que vous devez maintenant, si vous avez besoin de cela, vous devez aller directement au bureau de l'assainissement. Et donc, en échange de cette rénovation, normalement, je devrais commencer avec la récolte afin que je puisse avoir une installation. Bien, est-ce que je dois donner les terrains à leurs propriétaires et ensuite faire une collecte suite à cette rénovation qui a eu lieu. Donc, par exemple, dans la commune de Rena, il y avait 2 villes. Dans ces 2 villes, il n'y avait pas de service d'assainissement dans les 2 villes. Donc, c'est le fait, en fait, d'attendre des investissements gouvernementaux dans le domaine des installations, ou la mise en place des installations, n'est pas suffisant. Donc maintenant, il y a un réel problème et on a commencé avec la première installation, notamment avec la mise en place des installations. Et donc, on a essayé de penser à comment le financer, ou est-ce que je dois plutôt collecter les fonds avant d'entamer le projet, ou est-ce que je dois demander au ministère de la Finance d'aller directement dans la caisse des services afin qu'on puisse le faire avec la même région. Et donc, on a travaillé avec les différentes familles qui étaient prêtes à donner l'équivalent de cette rénovation, surtout pour les terres qui étaient possible qu'on pouvait en construire et de les séparer de celles qui n'étaient pas aptes à être construites. Donc au moins ça a pu résoudre une partie du problème. Cependant, et afin qu'on puisse leur transmettre des lots de terrain qui faisaient partie de la feuille de route, il est important de mettre des routes. Donc il est important de mettre des routes et de s'assurer que j'ai bien mis ce qu'on appelle les manholes ou bien l'assainissement tel qu'il le faut, parce que j'ai besoin de mettre en place des installations et ceci doit être en parallèle avec la livraison des terres et aussi avec les licences remises pour la construction. Je suis très ravie que ce projet n'a pas été fait seulement au niveau de la mise en place d'une méthodologie, mais c'est une manière aussi de traiter plusieurs problèmes en rapport avec la législation et les institutions en collaboration avec les différentes parties prenantes au niveau local. Et donc cette planification urbaine, nous avons aussi le ministère qui a pu interagir directement avec le ministère de la Finance et qui a pu le faire entre le ministère de la Finance et le ministère de l'Urbanisation. Je pense que le ministère peut largement nous aider dans cette négociation pour les ressources financières nécessaires afin de procéder à ces rénovations et à ces projets de réaménagement. Encore une fois, pour résumer, ce projet démontre qu'il est possible de bien travailler avec les citoyens. Et d'ailleurs, c'est une opération qui n'est pas très facile. Si on veut vraiment avoir la confiance des communautés, s'il y a par exemple des propriétaires de ces terrains, plutôt que de leur demander de les distribuer de manière aléatoire, alors ils peuvent le faire avec ce qu'on appelle de land pooling, c'est-à-dire de ramener toutes les propriétés ensemble, de faire une distribution avec un aménagement urbain. Et donc, par exemple, une partie de cette terre va aller directement vers les routes et une autre pour les services. Et si on utilise une feuille de route telle que celle-ci, ça
va être un réel projet pionnier et ce n'est pas facile de le faire. Et si c'était facile de le faire, on aurait pu le faire. Mais ensuite, on devrait passer à comment est-ce qu'on peut faire l'installation comment est-ce qu'on peut procéder à l'aménagement des installations divers, incluant l'assainissement, l'électricité ou autres, dans les villes. Encore une fois, merci beaucoup, Dr Khalid, pour la clarté de votre discours. Vous pouvez même nous rassurer par rapport et suite, bien sûr, à votre interaction continue avec le ministère de l'Habitat et surtout les différents services d'assainissement dans les différentes communes. Ils ont toujours travaillé sur un projet qui se relate à la participation collective. Et donc, à travers cela, il y avait 2 points. Le premier, c'est la présence de ce qu'on appelle le financement collectif. Et là, ça nous vient soit de la part d'associations à but non lucratif qui travaillent sur le fait d'aider ces familles afin qu'ils puissent financer des projets d'assainissement ou autres, ou d'aménagement urbain. Et le deuxième point est que l'endroit de ces services, c'est-à-dire, et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, quand on a parlé directement avec, on a parlé de cette initiative, plusieurs personnes ont parlé de cette feuille de route qui a permis d'avoir accès à différents services et d'avoir même un plan ou une feuille de route spécifiquement dédiée pour l'assainissement. Donc le travail participatif est un travail qui permet d'être en contact directement avec la communauté, qui va permettre au projet de réussir et qui nous permet aussi à résoudre plusieurs fléaux, notamment celui de l'assainissement, du manque d'assainissement. Et on le fait de telle manière à ce qu'on puisse travailler directement avec les régions du Rif. Et maintenant, permettez-moi, s'il vous plaît, de passer directement à Dr Ayman Chihapi, qui est gouverneur de la région ou de la commune de Domiat. C'est une commune qui est très particulière, sachant que c'est un centre commercial, un centre d'investissement aussi, et un centre industriel qui est leader dans le développement de manière générale. Et donc, ils ont une part importante dans le défi environnemental, surtout qu'elle fait partie d'une région très importante en Égypte. Et donc, on fait et c'est ce qui pousse même à la montée du niveau d'eau des océans proches de l'Égypte. Ce qui, par contre, caractérise notre discussion d'aujourd'hui et l'intervention de Dr Ayman, c'est que nous avons vu à travers les 2 présentations la participation des différents projets dans les communes, la caisse aussi de développement et urbain, les communautés des pêcheurs, des différentes personnes qui opèrent dans le domaine de la pêche. Et je pense que c'est une des régions les plus importantes qui existent au centre de la ville et qui se caractérise par son positionnement géographique très spécial, qui justement a une vue directement sur le Nil. Si vous pouvez nous donner une idée sur ce développement urbain dans une commune, et donc par conséquent, ça peut avoir un impact sur le fait d'attirer de nouveaux investisseurs et l'amélioration de la commune de Domiat. Donc j'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité parmi vous. Comme vous le savez, l'UN Habitat a donné l'opportunité à un tel événement de se passer à une telle conférence qui est organisée. Bien sûr, à travers la dernière période, nous avons vu dans la région de Domiat plusieurs investissements, notamment en termes d'urbanisation et de développement urbain. Et la feuille de route urbaine a été mise en place suite à plusieurs standards et plusieurs normes. Bien sûr, ceci est dû au fait que, dû à son bon positionnement géographique et à sa vue directe sur le Nil. Et donc, ceci a permis à cette commune de devenir purement touristique. Et puis, c'est à l'échelle locale et internationale. Il y a des attentes
des attentes pour que cela devienne une destination touristique même dans les phases à venir. Et puis par rapport au gouvernorat de Domiat, c'est l'intersection du Nil avec la Méditerranée. Et bien évidemment, c'est un long voyage et c'est l'un des points les plus importants présents dans le nord-ouest de la République d'Égypte. Et puis, il y a une autre région d'importance pour nous qui voit l'élaboration de plusieurs projets de développement. Là, nous essayons d'augmenter les compétences car ces projets visent cette nouvelle zone et nous souhaitons en faire une zone où le summum des meilleures pratiques est appliqué dans le respect total des particularités du gouvernorat. Et puis, le gouvernorat a également implémenté le projet Hayina. Comme ma collègue l'a mentionné, il fallait réorganiser les terres et dans la région Shuara. C'est l'une des régions qui se trouve dans le gouvernorat de Domiat, dans la ville de Domiat en particulier. Et le but était d'améliorer l'utilisation des terres et de les valoriser. En addition, cela a été fait en parallèle avec les travaux sur la stratégie de développement économique régional dédié au gouvernorat de Domiat. Il y a des cadres législatifs également et institutionnels ainsi que des incitations pour les investissements à travers la résolution des problèmes immobiliers existants. Nous sommes allés au-delà de ces soucis avec notre architecte et nos ingénieurs et ce par rapport à l'amélioration des terres. Ici, nous avons fourni un certain pourcentage des divisants des terres de sorte à faire en sorte qu'une partie des ressources foncières irait vers l'installation, les installations et les équipements. Les lois que nous avions étaient assez anciennes et ce qu'elles stipulaient n'était pas suffisant pour équiper les nouvelles régions selon les besoins actuels. Et donc il fallait plus de travaux par rapport à ces terres. Il fallait prendre des sections de ces parcelles. Il n'y avait pas juste des travaux d'amélioration, mais il fallait exploiter certaines parties des terres pour financer le reste. Et puis, il y a d'autres projets à Domiat qui se sont déclinés sur les dernières années. Par exemple, le réaménagement de la corniche du Nil. Et il y a des retours sur l'investissement assez élevés dans ce sens-là. En addition à Domiat qui a été élu récemment comme le gouvernorat zéro bidonville. Il y a des travaux de développement des réseaux de d'assainissement plutôt. Il y a des travaux sur les aéroports, sur le pavé, les routes et nous souhaitons améliorer les régions qui encerclent Domiat également et font partie du gouvernorat. Il fallait également élaborer une base de données géographiques précise sur la base du GIS, le système géographique d'information, et ce en utilisant des techniques modernes qui permettent d'identifier la localisation des réseaux en précision. On ne pouvait plus creuser pour trouver les anciens réseaux. Mais il y avait également pour le gouvernorat plein de mesures visant à protéger les installations techniques et puis à protéger les investissements de l'État dans ces régions. En addition, il y avait un autre projet appelé BIOT. Un projet décliné sur 120 000 mètres carrés sur la côte, une côte de 500 mètres à peu près. Et là, ils ont construit des bâtiments résidentiels et commerciaux afin d'améliorer l'attractivité de la ville et par la suite d'attirer plus d'investissements. Et en addition, encore, il y a l'importance accordée à l'art et à l'héritage, au patrimoine. Et là, nous souhaitons faire de Domiat une destination historique qui valorise l'artisanat et les monuments
monument historique. Cela vient bien évidemment avec des opportunités d'affaires importantes et cela aboutit en l'appui pour le commerce local. L'année dernière, il y avait le lancement d'un certain festival à Domiat. C'était un festival culturel, social, artistique qui rassemblait plein d'activités qui visait à améliorer le gouvernorat de Domiat. Et dans les phases prochaines, nous allons vous notifier de la prochaine édition de ce festival qui se tiendra le mois de novembre. Vous êtes invités à y assister. C'est un festival formidable qui se tient au gouvernorat de Domiat. Merci. Merci, Dr Ayman. Nous vous remercions des efforts que vous avez développés pour partager les travaux au gouvernorat de Domiat. Et vous avez parlé des techniques de liaison entre les aspects économiques et sociaux et bien évidemment le développement social en général. Cela est une problématique très complexe et dans le contexte des gouvernorats, nous voyons des efforts continus et cela améliorera la qualité de vie dans le secteur et permettra la continuité du gouvernorat comme étant une destination d'investissement au sein de la République de l'Égypte. Permettez-moi maintenant d'introduire M. Khalid Seddiq, notre ingénieur. Nous avons vu l'expérience du fonds qui se focalisait avant sur les bidonvilles, mais est maintenant centré sur le développement urbain. Monsieur, nous vous demandons maintenant de nous parler de l'équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales. Nous avons parlé des partenariats avec le secteur privé à travers différents investissements, mais qu'en est-il des efforts continus déployés pour améliorer la qualité de vie des peuples et puis quels sont les petits et moyens projets déployés? Il y a plusieurs intersections et complexités par rapport à tout ceci, mais dites-nous, s'il vous plaît, qu'en est-il de cet équilibre? Merci, vous avez la parole. Merci. Le fonds en question est passé d'un fonds dédié au bidonville à un fonds dédié à la planification urbaine et au développement urbain. Une transition radicale, mais le but principal était donc de gérer les endroits détériorés, les zones détériorées, incluant la vie culturelle, sociale et économique des peuples, éducationnelle même et de santé. Nous avons vraiment traité toutes ces problématiques dans la région et je pense que, enfin, cela ne veut pas dire que nous avons transitionné sans nous soucier des bidonvilles et de tout ce qui est non réglementaire, mais le but est d'avoir un intrant pour le fonds qui permet à l'État de gérer d'autres dimensions. L'affaire ici est donc l'État dépense 8,5 milliards de dollars pour gérer les zones non réglementaires, voyez-vous. Et donc, est-ce que le fonds peut avoir plus d'intrants et plus de revenus de manière indépendante? Ici, nous avons travaillé sur une certaine approche pour utiliser les endroits à caractère spécial et en tirer des bénéfices dans le contexte de planification urbaine. Par exemple, il y avait les quartiers historiques du Caire. Et pour moi, cet aspect seul impactait donc sur le long terme l'incitation du tourisme. Et si on est prêt à aménager les endroits touristiques de manière importante, alors voilà, cela est positif. Beaucoup disaient que le cœur du Caire est un cœur historique. Et alors, l'aspect touristique qui ramène plus de 25 millions de touristes par an n'est pas à négliger. Nous n'allons même pas parler là des Casbah ou des murailles, etc., mais du cœur des quartiers historiques. Par exemple, l'avenue Mouaizé est une avenue historique qui amène beaucoup de touristes. Par
exemple, si on part en Italie, nous allons visiter Rome et les quartiers historiques en particulier, même à Rabat, où est l'ancienne ville, où sont les avenues les plus historiques. C'est cela que les touristes recherchent et c'est pour cela que nous avons pensé à valoriser les quartiers historiques de l'Égypte et cela a même créé des opportunités de travail. Et imaginez donc si toute personne qui avait un bâtiment ou une résidence, il pourrait dans l'ancienne Médina, il pourrait l'utiliser comme un hôtel et par la suite vivre ailleurs et avoir des revenus. Et donc il faut penser à ces choses-là. Et le deuxième point est relatif au développement social et environnemental et ici, on pourrait mentionner le jardin de phosphate qui était une cause de préoccupation pour plusieurs personnes. Il y avait des décharges et c'était vraiment une montagne de décharges et de débris. Et juste à côté, vous trouviez des quartiers résidentiels qui incluaient plus de 4700 familles. Et donc, ils vivaient dans des bidonvilles et donc on les avait transférés à la nouvelle ville créée, ville appelée Salam. Et il y avait donc des centres théâtraux, des centres de soins de santé, une mosquée, des écoles, donc toutes les installations et les équipements nécessaires à la vie. Et si vous aviez une opportunité comme celle-ci, donc vous alliez la prendre. Et là, il y avait plus de jardins également qui étaient transformés. Et je pense que ceci peut être transposé à d'autres pays. Mais voilà. Nous avions transformé plusieurs hectares qui étaient dans un état lamentable. Les pires endroits au Caire sont maintenant meilleurs que beaucoup d'autres zones et peuvent être utilisés comme levier de développement. Donc on part ici du pire vers le meilleur et en parallèle, nous réalisons des investissements. Il y a des investissements sur le long terme qui sont centrés sur le tourisme, mais sur le plus court terme, il y a des partenariats avec le secteur privé dans la gestion de ces projets. Et ces projets-là constituent un revenu pour nous et pour eux également. Nous parlons de millions en notre monnaie et il n'y a pas donc d'effet négatif au final. Au contraire, c'est un développement de plusieurs zones, les différentes régions qui étaient, par exemple, où il n'y avait que des montagnes sont maintenant des zones exploitées agricolement. Il y a plusieurs arènes créées aussi. Donc, on est passé de 7000 spectateurs qui assistaient dans ces zones-là pour les festivals à 9000 personnes. Une belle augmentation qui promeut la culture. Et donc, toutes ces initiatives et transition sont réalisées à l'aide des études menées. En addition, il ne faut pas oublier la dimension sociale et de santé. Quand nous avons des zones non réglementées et planifiées, cela exacerbe les autres aspects et nous nous battons contre le non réglementaire. Il y avait une étude d'ailleurs en 2017 ou en 2018 sur 318 millions en notre monnaie où il y avait plutôt une section qui était dédiée. Il y avait des fonds dédiés à l'assainissement, mais cela n'était pas suffisant en proportion avec la densité démographique. Et comme Monsieur le ministre l'avait dit, il y a plusieurs sections en dehors de Domiat qui ont besoin de ces mesures, Giza et autres. Et là, nous avons implémenté des projets de développement divers
des premières phases. Donc, en premier, nous parlons de l'alternative pour les bidonvilles et par la suite, nous passons à des étapes supérieures pour avoir plus de projets. Par exemple, si on parle d'un segment médium de résidence, alors c'est une chose. Si on parle de résidence de luxe, c'est un autre projet, etc. Et donc, il y a de tout et que Dieu le veut, nous allons aller de l'avant avec cela. Il y a des demandes parvenant de la part de toutes les portions de la société. Si moi-même, par exemple, souhaite vivre dans le nouveau Caire, par exemple, Sheikh Zayed, etc., donc, je pense que j'ai le droit de bénéficier de cette expérience de haut segment partout où je suis. Il ne faut pas